Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle séquence du 19e siècle, réalisme et naturalisme. Donc, nous allons parler de deux courants, le réalisme et le naturalisme, et nous allons évoquer plusieurs auteurs du 19e siècle. J'espère que cette séquence va vous plaire. Et les extraits, bien sûr, je ne les choisis pas, c'est mon encyclopédie de la Garnier-Michard. Je lis tout de la Garnier-Michard. Du roman de Renard à Villon, de Rabelais à Furetière, de Boileau à La Bruyère, de Marivaux à Diderot, le courant réaliste reparaît sans cesse dans notre littérature. Dans la première moitié du XIXe siècle, la tendance à l'observation réaliste s'affirme plus nettement dans les romans de Stendhal. Confère, page 329. Page 329 du XIXe siècle, on parle de Stendhal. Alors Stendhal, je vais l'évoquer dans la séquence sur une séquence sur George Sand où je regroupe George Sand, Balzac, Stendhal et Mérimée. Donc, ce sera pas maintenant, mais j'en parlerai à ce moment-là. Les nouvelles de Mérimée, page 347. Donc, même séquence. Et surtout l'œuvre de Balzac, page 303-307. Donc, pareil, hein, dans la même séquence, j'évoquerai aussi Balzac. Donc là, je parle de la biographie. D'abord, le réalisme. Défini par une doctrine et une esthétique, ne s'impose toutefois qu'après 1850, et ça c'est important de le dire. Engagé par des peintres, Daumier, Millet et surtout Courbet, la bataille est menée par Champfleury, Duranty, Murger, scène de la ville de Bohême, 1851, et le réalisme triomphe à la publication de Madame Bovary, 1857. Bien qu'il soit de tempérament romantique et artiste, c'est Flaubert qui, par l'exemple de la doctrine, confère page 456, donc la prochaine vidéo de cette séquence, a engagé le roman dans la voie de l'observation méthodique et objective, dans la recherche passionnée du document vécu. Les Goncourt ont poussé plus loin encore, jusqu'au seuil du naturalisme, confère page 477. Donc le naturalisme, on va l'évoquer plus tard. Page 477, ça sera avec les Goncourt, un extrait Sœur Philomène, je crois que c'est ça. À l'hôpital la nuit. Ensuite, le naturalisme. Il a été défini par Zola. Sous l'influence de Claude Bernard et de Taine, il prétend appliquer à l'étude des réalités humaines la méthode des sciences expérimentales, confère page 484, donc ce sera sûrement une vidéo sur Zola, je pense. Oui, ça sera la deuxième partie de la biographie de Zola. Il s'attache surtout à peindre les milieux populaires et même les bas-fonds. Autour de Zola, les disciples qu'il réunissait dans sa maison de campagne de Médan, Paul Alexis, Henri Séard, Léon Hénique, J.K. Huysmans et Maupassant, constituent le groupe naturaliste qui se manifesta par la publication d'un recueil de nouvelles, Les Soirées de Médan, 1880, mais les plus remarquables d'entre eux se dégagèrent de cette doctrine étroite et de ses prétentions scientifiques. Chez Maupassant, le naturalisme n'est plus que l'observation que de la réalité jusque dans ses plus humbles détails. Confère, page 492. Donc ça sera un extrait de Germinal. Du pain, du pain. Ah non, excusez-moi. 492, je parle de Maupassant, ce sera la biographie de Maupassant. Je viens d'en parler. Et de même chez d'excellents écrivains rattachés habituellement au courant naturaliste, entre autres Alphonse Daudet, qu'on va voir aussi plus tard, page 498, et Jules Vallès, Charles-Louis Philippe et Jules Renard. Donc voici le programme de cette séquence. Alors nous commencerons par Gustave Flaubert, évidemment, Madame Bovary, Salammbô, puis nous verrons les Goncourt rapidement, hein, pendant un mois, puis nous verrons un peu plus en détail Zola. Nous le verrons pendant à peu près un mois avec L'Assommoir et Germinal. Germinal, on ira assez rapidement, je pense.
Maupassant, et Alphonse Daudet. Et puis, tous les autres auteurs de la période, je pense qu'on les évoquera, mais dans d'autres séquences. Donc, Gustave Flaubert, donc alors, biographie, adolescence romantique. Né en 1821, Flaubert a grandi dans le cadre mélancolique de l'Hôtel-Dieu de Rouen, où son père, chirurgien réputé, était médecin-chef. Il y a puisé dès l'enfance un fond de tristesse et de pessimisme, et sans doute aussi le goût de la science, de l'observation méticuleuse et objective. Donc, la mélancolie, d'ailleurs, c'est un sujet que je vais évoquer dans une prochaine vidéo que je vais bientôt publier. Ça sera sur mon sujet de grand oral, parce que je vais bientôt passer pour le grand oral. Et mon sujet, c'est la mélancolie ne suppose-t-elle que tristesse. Et dans ce sujet, j'évoquerai Flaubert et Madame Bovary. Donc, je pense que je ferai une vidéo complète là-dessus, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc, on en revient du coup à Chateaubriand et à René. C'est pas pour rien que je suis aussi proche de Flaubert que Chateaubriand, parce que Flaubert est un héritier de René. Au lycée de Rouen, de 1832 à 1839, élève doué mais indiscipliné, Flaubert partage l'exaltation romantique des adolescents et de province qui traînent encore à la mélancolie de René et font des rêves superbes d'extravagance. On n'était pas seulement troubadour, insurrectionnel et oriental, on était avant tout artiste. Les pensums finis, la littérature commençait et on se crevait les yeux à lire au dortoir des romans. On portait un poignard dans sa poche comme Antony. Mais quelle haine de toute platitude! Quel élan vers la grandeur! Les premiers écrits de ce lycéen romantique sont des contes fantastiques, des confidences autobiographiques, un roman métaphysique à apparition. Smart, 1839. L'unique passion de Flaubert. Au cours de l'été 1836, il avait 15 ans, à Trouville, quelques paroles banales échangées avec Elisa Schlesinger, femme d'un éditeur de musique, troublent son jeune cœur. C'est le début d'une passion muette qui deviendra chez l'homme mûr une adoration distraite et quasi mystique. Il ne lui écrira sa première lettre d'amour que 35 ans plus tard, lorsqu'elle sera veuve. Elisa Schlesinger sera l'inspiratrice des Mémoires d'un fou, 1838, de novembre 1842, et de la première éducation sentimentale, 1845, alors qu'on n'évoquera pas dans cette séquence, parce qu'elle ne se trouve pas dans le Garnichard. Mais ça ne veut pas dire que je n'évoquerai jamais sur cette chaîne, parce que après le Garnichard, je publierai d'autres vidéos sur d'autres encyclopédies, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et de toute façon, l'éducation sentimentale, je suis en train actuellement de le lire, et peut-être que j'en ferai une vidéo spéciale, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ce roman. 1845. Avant de reparaître sous les traits de Marie Arnould dans la seconde éducation sentimentale, 1869. Et donc, je vous lirai la suite dans 4 jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir.